Aujourd'hui, je reçois Jean-Loup Isambert dans le cadre de la sortie récente de son livre Les Destructeurs, US Imperium, la fin, un nouveau monde émerge aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Alors bonjour Jean-Loup Isambert. Donc Bonjour, tu es merci de journaliste et écrivain, spécialiste des questions économiques, politiques et sociales. Et donc dans ce livre, tu parles de ce que tu appelles les destructeurs, de l'impérialisme américain et de tous les dégâts qu'il a causés depuis de nombreuses années en réalité, puisque tu dis que ça a commencé au début du XXe siècle, dans la période des deux guerres mondiales. On va revenir là-dessus. Mais d'abord, j'aimerais commencer par une phrase qui introduit presque ton livre et qui en donne le ton général. Les donneurs d'ordre sont à la bourse de Wall Street et les exécuteurs à la Maison Blanche. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette phrase qui va nous permettre de planter le décor pour la suite de cet échange? Oui, je crois qu'il y a un fait qui illustre particulièrement ce qu'est l'impérialisme de Washington, enfin des dirigeants impérialistes qui occupent le pouvoir politique maintenant depuis de plusieurs décennies. C'est l'agression qu'ils ont faite en décembre 1914 contre Haïti. Et c'est-à-dire qu'ils ont envoyé des canonnières avec des navires de guerre pour s'approprier toutes les réserves d'or de la Banque d'Haïti. Les soldats sont rentrés dans la banque, ils ont pillé toutes les réserves d'or. À l'époque, ça représentait une somme importante qui était évaluée à, je crois, 500 000 dollars. Ils ont ramené cet or jusqu'au bateau et les bateaux, c'est parti pour être stockés dans des banques de Wall Street. Donc je pense que c'est... Et après, ils se sont livrés au massacre de milliers d'Haïtiens qui s'opposaient bien évidemment au pillage de leur pays. Et je pense que ce fait illustre bien ce qu'est l'impérialisme qui, à cette époque, est en train de prendre naissance par le fait que le capital industriel est de plus en plus détenu par les grandes sociétés, par les grandes banques et les grandes sociétés financières. Donc on est dans les périodes 1920-1930. Donc on a là effectivement le point de départ de ce qu'on appelle l'impérialisme américain. Et ensuite, alors on a, tu dis, des sociétés transnationales états-uniennes. Là on est dans la période du coup d'entre-deux-guerres. On a dans cette période des sociétés transnationales états-uniennes qui soutiennent le parti nazi dans son accession au pouvoir et également dans sa guerre d'occupation de l'Europe occidentale. Alors tu cites des exemples de multinationales, Exxon, General Electric, Ford, General Motors. Enfin voilà, il y a pas mal d'exemples comme ça. Alors c'est vrai que c'est des choses, si on est habitué aux médias traditionnels, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, et même je dirais dans nos cours d'histoire, c'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude d'apprendre. Alors comment ça se fait que on ait comment dire eu cet autre son de cloche, si je puis dire? Bah, ce qui s'est passé, c'est que moi, je m'y suis intéressé par le fait que, justement, comme tu le dis, au départ, il y a plusieurs années, j'ai trouvé des faits importants dont j'ai jamais entendu parler dans mes cours d'histoire quand je faisais mes études. À savoir, par exemple, quand on est dans les années 1930, 1935, tu as le pouvoir politique aux États-Unis, le président est Franklin Delano Roosevelt, qui décide d'interdire le commerce avec l'ennemi quand Hitler va élargir la guerre dans les années 38-40. Mais bien avant ça, euh, qu'est-ce que vont faire les dirigeants de ces sociétés transnationales? Cette oligarchie, ce que John Perkins, qui est un assassin économique, peut-être qu'on en parlera, appelle la corporatocratie, où se retrouvent des représentants des grandes sociétés financières, des grandes sociétés transnationales économiques, de représentants de l'appareil d'État et aussi des services de renseignement et de l'armée. Eh bien, ils vont tout mettre en œuvre pour contourner la décision qui est prise par le pouvoir politique de manière à soutenir l'arrivée au pouvoir des nazis et par la suite soutenir l'effort de guerre nazi contre l'Europe. Et du reste, je le cite dans le livre, il y aura une grande réunion qui se tiendra à New York, à l'hôtel, à l'invitation des représentants allemands, du Reich allemand, et où tu vas avoir les représentants de grandes sociétés comme ITT, Ford et autres ils vont sabler au champagne la victoire de l'Allemagne nazie sur la France. Et alors Ça se passe en quel est l'intérêt pour eux de soutenir le régime nazi?
Ah ben, l'intérêt pour eux, c'est de transformer. Ils voient dans le régime nazi un système déjà autoritaire, une dictature qui va leur permettre de se positionner sur le marché européen. Et ils comptent s'approprier tout le marché européen en pactisant avec la dictature nazie. Du reste, ils vont essayer à la libération, ça échouera, mais ils vont essayer de faire ce qui s'appelle ce qu'on a appelé une paix séparée entre directement les États-Unis et l'Allemagne, en passant outre les autres États qui se sont libérés. Donc ça montre bien un peu leur volonté de faire mainmise sur l'espace européen. Oui, et tu parles aussi d'ailleurs d'une volonté d'imposer une monnaie unique européenne, pardon, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Dès le débarquement, d'ailleurs, tu dis que les Américains ramènent de cette monnaie pour commencer à la diffuser. Oui, il y a un musée de la Résistance, du reste, qui expose je le cite dans le livre, qui expose des exemplaires, ces fameux billets qui sont imprimés aux États-Unis. En réalité, c'est la première monnaie unique parce qu'ils pensaient par l'AMGOT. L'AMGOT, qui est une structure administrative qui sera pilotée par des militaires qui ont notamment été formés à l'administration de Yale, à l'administration des affaires civiles. Et il comptait pouvoir gérer comme ça, en pactisant avec l'Allemagne, les principaux pays qui se sont libérés du nazisme, parce que la tentative d'imposer la dictature nazie n'a pas échoué pour défendre leurs intérêts. Donc ils vont débarquer carrément une monnaie qui aurait été imprimée aux États-Unis, qui ressemble un peu au dollar, quitte à l'aligner plus tard sur le dollar, de manière à la diffuser. Ils ont commencé à la diffuser alors que même que le Conseil national de la résistance s'y opposait. Et il y aura même une intervention, je la cite, du général de Gaulle à l'époque, qui s'opposera à la diffusion, fermement, à la diffusion de cette monnaie que la République ne reconnaît pas. Et donc, la monnaie unique, administration unique, tu vois, on voit déjà se mettre en place dans leur démarche ce qui va devenir plus tard, en 1992, l'Union européenne, mais ce qui va se poursuivre dès le lendemain de la guerre au travers de sociétés euh, qu'ils vont, qu'ils vont financer, qu'ils vont structurer de manière à ce qu'ils défendent l'idée d'une Europe supranationale qui, bien évidemment, facilite leur intervention sur le continent européen. On le voit aujourd'hui avec toutes les guerres qu'ils ont déclenchées en Yougoslavie, en Ukraine et dans d'autres pays. Pas seulement la guerre militaire, mais aussi des guerres économiques. Alors justement, la guerre en Yougoslavie, tu dis qu'elle marque un petit peu le début de la Troisième Guerre mondiale. Est-ce que tu peux nous expliquer la guerre menée dans les Balkans contre la République fédérative de Yougoslavie? Tu dis qu'elle marque le début de la Troisième Guerre mondiale, alors on était sur un peuple en paix à l'origine quand même. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? Oui, c'est-à-dire que depuis 1990, c'est pas seulement la guerre contre la Yougoslavie, contre la République fédérative de Yougoslavie, c'est une succession de guerres qui, depuis les années 90, vont s'imbriquer les unes dans les autres et qui vont se succéder. Il y a évidemment la guerre contre l'Irak, il y a la guerre contre la République fédérative de Yougoslavie, la guerre contre l'Afghanistan, et puis toute cette succession de guerres qu'ils vont déclencher en utilisant notamment les frères musulmans dans les pays arabes. Ils vont essayer de renverser le pouvoir au Maroc, ça échouera. Ils vont essayer de renverser le pouvoir en Algérie, ça échouera. Par contre, ils vont continuer après sur la Tunisie, sur la Libye, sur l'Égypte, la Syrie et aujourd'hui en Palestine. Ce qui se passe aujourd'hui en Palestine est flagrant. Je veux dire, ils utilisent un destructeur qui est au pouvoir, le Premier ministre Netanyahou, pour s'accaparer ni plus ni moins que les champs de pétrole et de gaz qui se trouvent à la fois au large des côtes israéliennes, mais aussi des côtes palestiniennes qui sont actuellement en prospection et en Cisjordanie. Donc ça, c'est vraiment cette succession de guerres qui fait que l'on rentre dans ce que j'appelle la Troisième Guerre mondiale. La Troisième Guerre mondiale est en cours. Elle se traduit par des guerres ouvertes contre certains pays. Et on voit bien la volonté, mais aussi ce sont l'espionnage systématique des entreprises européennes au travers des normes comptables IFRS. Ce sont des campagnes médiatiques qui sont financées depuis les centres de propagande de l'Union européenne.
ce sont tout un tas de guerres culturelles, les attaques contre la langue française. On le voit bien avec le président Macron qui prépare au mois d'octobre prochain le sommet de la francophonie qui va se tenir pour la première fois en France depuis 30 ans. Mais Emmanuel Macron, c'est le président le français qui a le plus voyagé aux États-Unis et qui passe son temps à soutenir une multitude d'initiatives dans le domaine culturel, sportif et autres, et scientifique, pour imposer l'anglais dans la vie de tous les jours. Donc, et ce sont une succession de guerres militaires et en même temps une succession de guerres économiques, financières, médiatiques. On le voit avec les sanctions contre la Fédération de Russie, qui ne sont qu'un prétexte pour essayer de démanteler la Russie et de s'approprier les richesses, un peu comme ils l'ont fait déjà en 1918. Alors sur le sujet de la Russie, puisque tu en parles du conflit entre l'Ukraine et la Russie, là aussi on a un son de cloche qu'on n'est pas forcément habitué à entendre si on est coutumier des médias traditionnels. Mais en évoquant l'Ukraine, donc on a eu plusieurs discours, on a eu notamment Elisabeth Borne à qui tu fais référence, qui qualifie l'Ukraine d'une démocratie attaquée. Et toi tu parles d'une dictature avec plusieurs fois une référence au dictateur Zelensky. C'est vrai que encore une fois c'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. En quoi est-ce que l'Ukraine serait une dictature? Oui, alors justement, ça c'est un sujet que les médias n'abordent pas je pourrais dire, si j'étais naïf, je dirais curieusement. Une dictature déjà parce que c'est un système qui ne reconnaît pas le suffrage universel. Les élections qui ont eu lieu dans les régions qui ont voulu prendre leur autonomie, comme le prévoyaient les accords de Minsk, ne sont pas reconnues par la junte qui est au pouvoir à Kiev. Et je rappelle quand même que ces élections se sont déroulées en présence d'observateurs internationaux qui ont constaté la légalité du scrutin. L'opposition qui s'oppose à la guerre et qui veut aller à des accords de paix avec la Fédération de Russie est interdite à la Rada, le Parlement ukrainien. Les médias qui s'opposent, qui tiennent un discours contraire au discours de la junte au pouvoir et qui critiquent le gouvernement ou qui tiennent des propos pour favoriser, pour demander ce que des accords de paix sont interdits du jour au lendemain par un Conseil national de la télévision et de la presse qui peut décider du jour au lendemain d'interdire tel ou tel média. Il y a une succession de médias d'opposition, de droite même, qui ont été interdits parce que ils trouvent que cette guerre est stupide, inutile, et ils savent que l'intérêt de l'Ukraine, c'est de travailler avec la Russie et pas de la combattre. Et puis, mais les choses vont très loin. Il y a l'interdiction, par exemple, c'est un régime raciste, un régime qui, quand même, a interdit la religion orthodoxe, la pratique de la religion orthodoxe. C'est un régime, les églises ont été fermées, certaines ont été pillées ou souillées de croix gammées, des prêtres ont été passés à tabac, et c'est surtout un régime génocidaire. Parce que quand on interdit le génocide, c'est quelque chose qui est défini dans le droit international. C'est le fait quand même d'exterminer une population en fonction de ses caractères ethniques, de sa langue, etc. Il y a une multitude de critères. Et en Ukraine, il est interdit de s'exprimer en russe. Ce sont les chiffres que je donne dans le livre, ce sont les chiffres du Haut Commissariat des réfugiés aux Nations Unies, des Nations Unies, qui montrent entre 2015 pardon, et 2022, il y a eu entre 12 et 15 000 morts. En réalité, le chiffre est plus important. Ces personnes sont des personnes essentiellement qui étaient opposées à la dictature de Kiev. Et ce sont des personnes qui parlent russe et elles ont été assassinées parce qu'elles parlaient russe et qu'elles voulaient l'application des accords de Minsk qui ont été signés en 2014 et en 2015. Minsk 1 et Minsk 2. Donc, on voit bien la volonté déjà de passer outre le droit international. Alors, si ça, c'est une démocratie, effectivement, les Français ont du souci à se faire. Alors revenons sur l'aspect économique. Il y a effectivement un terme qui revient pas mal dans ton livre, la corporatocratie, qui désigne en réalité ce que tu appelles les assassins économiques, dont une personne que tu cites dans ton livre fait un témoignage qui s'appelle John Perkins, dont tu relates les témoignages donc sur ce système d'assassins économiques qui s'infiltre dans les systèmes d'influence économique français, dans les think tanks, dans
par l'intermédiaire aussi des cabinets de conseil comme McKinsey. On a suivi l'affaire McKinsey, qui pousse la France à se séparer de fleurons économiques comme Alstom. On se souvient évidemment de cette affaire. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment John Perkins raconte le fonctionnement de ce système d'assassin économique? Oui, alors ça, c'est une bonne question parce que c'est vraiment le cœur de ce que nous vivons en ce moment. C'est depuis des décennies, mais c'est vraiment le cœur de la manière dont procèdent des milieux impérialistes de Washington pour s'approprier les biens de peuple. Quand je dis les biens, ça peut être le pétrole, ça peut être le gaz, ça peut être des ressources archéologiques, ça peut être des ressources agroalimentaires, et ça peut être une entreprise stratégique comme Alstom, par exemple. Alors, John Perkins a écrit un ouvrage sur son rôle comme assassin économique, et il explique ce que sont les assassins économiques, puisqu'il en a lui-même été un. Et je l'ai interviewé à plusieurs reprises. Et quand on a discuté, c'était passionnant du reste. Et il explique comment tu as aux États-Unis ce qu'il appelle la corporatocratie, c'est-à-dire des gens qui viennent donc qui sont des représentants de grandes sociétés financières, des représentants de grandes sociétés transnationales économiques, des représentants de la haute administration de l'appareil d'État, des représentants de l'armée et des services de renseignement. Et ces gens-là se réunissent un peu de manière informelle. Ils ont des clubs, des think tanks, comme on dit, des boîtes à penser, pour définir des stratégies. Et en comité plus restreint, ils décident entre eux, par exemple, de s'approprier des biens. Mais avant, bien avant que tu aies l'intervention de l'armée ou que tu aies l'intervention de la CIA, ils vont tenter par tous les moyens, d'une part, de s'approprier ces biens. Alors, la première chose, c'est de repérer les biens qui peuvent les intéresser pour s'enrichir. Par exemple, General Electric, bien avant de s'approprier Alstom, il y a des assassins économiques au sein de cabinets d'avocats, de cabinets conseils, qui vont travailler à repérer la valeur d'une entreprise stratégique comme Alstom, c'est-à-dire qu'est-ce que Alstom peut nous apporter et aussi qu'est-ce qu'elle peut nous permettre d'enlever à la France, parce que les deux sont liés, sont intimement liés. Et ces assassins économiques, ils ont en charge de repérer bien à l'avance donc les biens qui peuvent intéresser des sociétés transnationales des États-Unis. Et Perkins, quand il est recruté au départ, il est recruté par quelqu'un qui est un correspondant de la NSA, la National Security Agency, et qui donc il va travailler et il est embauché. C'est un économiste de haut niveau. Et lui, il dit, bah, ce job il m'intéresse parce que c'est pour positionner nos entreprises à l'étranger. C'est comme ça au départ qu'il voit le truc. Et il commence à travailler sur la zone Amérique centrale, Amérique latine. Et on lui dit très rapidement, il a affaire à une supérieure hiérarchique qui lui dit non, John, qui elle est un agent de la NSA, qui dit non, c'est pas de ça dont il s'agit. Ce qu'il s'agit, c'est d'employer tous les moyens pour positionner nos entreprises. C'est-à-dire, alors, il explique tous les moyens, ça peut aller depuis l'intervention auprès de dirigeants de sociétés, utiliser le chantage, fabriquer des dossiers de toutes pièces pour les mettre en difficulté. Mais l'essentiel, Perkins explique, c'est de surendetter les États. Et c'est-à-dire créer les conditions du surendettement de l'État. Alors ça peut être par des guerres, ça peut être par l'achat de matériel, ça peut être par l'intervention de fonds monétaires, de la Banque mondiale, etc. Et au bout d'un moment, l'État peut plus rembourser ses dettes. Et donc, ça permet à ce moment-là à ces assassins économiques qui ont préparé les dossiers en disant il y a dans tel pays, il y a telle entreprise, ou il y a tel secteur même de transport, minier, tout ce que vous pouvez imaginer, sur lesquels on peut se positionner. Et les sociétés interviennent accompagnées par l'État. Et en disant, bon, bah, vous ne pouvez plus rembourser ce que vous avez emprunté au Fonds monétaire international ou à la Banque mondiale ou autre organisation financière internationale contrôlée par les Occidentaux. Mais nous, on peut vous aider. Par exemple, il faut que vous privatisiez tel secteur des transports. On peut positionner des entreprises et on va vous aider à moderniser le secteur. Comme ils disent aujourd'hui en Ukraine, on va vous aider à reconstruire. C'est BlackRock qui arrive. On va vous aider à reconstruire et à développer le secteur. Mais pour ça, il faut le privatiser pour rembourser les milliards qu'on vous a prêtés.
Parce que comme le dit Perkins concernant la guerre en Ukraine, il y a l'idée dans l'opinion occidentale qui est véhiculée par les médias, ils n'en parlent pas trop du reste, hein, que cette économie ukrainienne, aujourd'hui, elle n'existe plus que par les milliards et les milliards de dollars et d'euros que Washington et l'Union européenne lui injectent. Sauf que l'Ukraine ne peut plus rembourser ses emprunts. Ce sont des prêts, ce ne sont pas des dons, bien sûr. Et pour rembourser, vous avez des terres agricoles qui nous intéressent, par exemple. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez la majorité des terres arables de l'Ukraine occidentale qui sont entre les mains de sociétés transnationales comme Cargill, Monsanto, DuPont de Nemours et d'autres. Voilà, ils ont procédé de la même manière pour l'Irak. Du reste, quand il était président, Trump ne s'en est pas caché. Concernant la Libye, il a dit quel intérêt la guerre en Libye si c'est pas pour prendre le pétrole? Je le cite dans le livre, hein, là, je cite de mémoire, mais c'est ce que ça voulait dire. Donc c'est très clair. Si on fait la guerre, c'est pour s'accaparer les biens. C'est un système prédateur. Et on voit tout ce qui s'est passé. Rappelez-vous la campagne de presse qu'il y a eu dans les médias d'Europe occidentale, principalement dans les pays latins, français, italiens, espagnols. Toutes les guerres ont été menées pour promouvoir la démocratie, pour en finir avec la dictature, euh, pour la défense des valeurs occidentales. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, 10, 20, 30 ans après? Mais on s'aperçoit que les pays où ont eu lieu ces guerres, ce sont des sociétés transnationales qui pillent les biens, les richesses qui permettaient avant aux pays de pouvoir commencer à se développer. Et ces pays sont dans un chaos total. Alors tu évoquais tout à l'heure Emmanuel Macron comme faisant aussi partie de ce système. J'ai envie de dire maintenant quid de Gabriel Attal parce que évidemment ça fait les gros titres depuis quelques jours évidemment, ça fait partie de l'actualité. Alors je voudrais te faire réagir rapidement là-dessus. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur cette nomination? Est-ce que il fait lui aussi partie de ce même système? Oui, il en fait partie, mais lui, c'est plutôt un petit apparatchik de salon, je dirais, hein, qui a travaillé, il n'a jamais été lié à la production, il n'a jamais travaillé de sa vie, en dehors de faire des réunions. Il s'est promené dans les couloirs de différents ministères, il a écrit des discours, il a fait pas mal de mensonges lors de la crise de Covid-19 quand il était porte-parole du gouvernement, et maintenant il est passé du stade de porte-parole du gouvernement à celui de porte-parole d'Emmanuel Macron. Mais c'est la même politique qui continue, et pour continuer cette politique, il faut des gens dociles. Gabriel Attal n'est pas quelqu'un qui se distingue par le travail personnel qu'il a pu apporter dans un domaine ou dans un autre pour une réforme quelle qu'elle soit. Il s'est contenté d'aboyer quand on lui disait d'aboyer. Alors, tu parles de l'impérialisme américain, évidemment, des destructeurs, des assassins économiques, mais tu dis également, c'est la deuxième partie de ton livre, que c'est un système qui est en train de vivre un petit peu son dernier souffle, qu'on a un nouveau monde qui émerge, qu'on va vers un effondrement total des États-Unis avec l'augmentation de la dette, dont je sais même plus quel est le montant aujourd'hui, mais c'est des sommes absolument considérables, la dédollarisation également, etc. Mais le truc c'est elle reste encore aujourd'hui notamment une puissance militaire assez considérable. Enfin encore aujourd'hui la première et de loin. On a envie de se dire aussi sur le plan économique. Alors qu'est-ce qui te ferait dire que on se dirige déjà? Qu'est-ce que tu appelles un effondrement total et qu'est-ce qui ferait qu'on se dirige vers cet effondrement là et qu'est-ce qui remplacerait du coup ce système une fois qu'il sera effondré? Oui, quand je parle de US Imperium, la fin, c'est pour indiquer une tendance générale, c'est-à-dire que depuis les années 2000, principalement, on insiste à un recul de l'impérialisme des États-Unis dans un tas de secteurs. Et ce qui fait aussi que comme le système est en difficulté, parce que comme tu le disais tout à l'heure, les États-Unis qui paraissent comme une grande démocratie, si tu écoutes les discours de certains dirigeants français et de certains médias, euh, c'est un pays qui est surendetté, qui ne peut plus rembourser sa dette. Il a aujourd'hui, quand j'ai terminé mon livre au mois de juillet, on en était à environ 100 000 milliards d'endettement public.
je parle de l'endettement total des États-Unis, on en est aujourd'hui à 104 000 milliards au mois de janvier, 104 000 milliards d'endettement total des États-Unis, dont plus de 32 000 milliards de dette publique. Mais à cette dette publique, il faut ajouter la dette des entreprises, la dette des grandes sociétés financières, il faut ajouter la dette des États, des collectivités territoriales, et la dette des ménages. Donc là, tu arrives à un chiffre qui est donné, hein. Les chiffres que je donne, ce sont ceux de la Réserve fédérale et des services fiscaux états-uniens. Donc on est à un surendettement. On a pratiquement près de 20% de la population qui est pratiquement qui survit avec un salaire avec des salaires dans la pauvreté. Tu as 65 millions quand même d'habitants qui ne mangent plus qu'avec des bons alimentaires. Et puis tu as bon une déliquescence des infrastructures, je veux dire dans le domaine médical, dans tout un tas de secteurs. Donc tu as le cœur même, la tête de pont du capitalisme, les États-Unis, sont en voie de régression. À cela s'ajoute le recul des États-Unis euh, sur le plan fiscal, sur le plan monétaire. Tu as aujourd'hui une perte considérable, un recul continu. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on s'inscrit dans ça se fait dans la continuité, ça se fait régulièrement, d'année en année. Tu as un recul du dollar à la fois dans les réserves des banques mondiales, mais tu as aussi un recul du dollar dans les échanges internationaux. Et alors, il y a effectivement un appareil, un complexe militaro-industriel, je dirais très puissant, très lourd, très important, qui existe par un budget faramineux de 1000 milliards de dollars pour 2023, hein. On a vu quand même jusqu'où le Congrès a été, parce qu'ils ont besoin de la guerre maintenant. Ils n'ont plus que la guerre pour défendre leur système. Pour poursuivre cette guerre, ils ont besoin de faire payer leur guerre maintenant par d'autres pays. Et ces autres pays, ce sont les pays qui sont membres de l'OTAN, qui sont supervisés, bien sûr, par les organisations qui est supervisée par les États-Unis et qui doivent, on le voit, aller faire les sales guerres des États-Unis. On l'a vu avec la Libye, on l'a vu avec la Yougoslavie, on l'a vu dans et on le voit aujourd'hui avec l'Ukraine. Je veux dire, les États-Unis ont besoin de l'OTAN pour s'approprier ce qu'ils appellent, ce que les représentants des grandes sociétés financières et économiques appellent des nouveaux territoires économiques qui, comme je te le disais tout à l'heure, ça peut être du pétrole, du gaz ou une société comme Alstom ou un secteur administratif. Bah, en tout cas, plein de choses très intéressantes à découvrir dans ce livre. Donc, Les Destructeurs, US Imperium, La Fin, un nouveau monde émerge, donc aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Merci beaucoup, Jean-Louis Zambert, d'avoir répondu à mes questions. Et merci à vous qui nous avez regardé, d'avoir suivi cet entretien.